Bonsoir, 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 c'est Opal, 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 ASMR. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors on se retrouve ce soir pour la suite des lectures chuchotées après genre 4 mois je crois, même plus, où j'avais dû arrêter car je n'avais pas le temps. Et là j'ai un petit créneau, donc je vais essayer de vous lire 2 chapitres du livre La machine à explorer le temps. Je crois que c'était ça le titre. C'est également le retour du Blue Yeti. J'ai enfin racheté un câble, mais j'ai toujours pas le retour de l'oreille droite, donc s'il y a des bruits que je n'entends pas, je suis désolée, car je tourne l'après-midi, donc il y aura peut-être des voitures. Je voulais également vous dire, alors je ne demande jamais ça sur ma chaîne, mais si vous aimez mon contenu et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à laisser un petit commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement et donc pour donner de la visibilité à ma chaîne. Car je ne sais pas si vous savez, mais l'ASMR c'est un petit peu compliqué sur YouTube. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, ça me ferait vraiment plaisir. Et j'adore lire tous vos commentaires. J'essaye de répondre au maximum. Alors, chapitre 11. Le palais de porcelaine verte. Nous arrivâmes vers midi au palais de porcelaine verte que je trouvais désert et tombant en ruine. Il ne restait aux fenêtres que des fragments de vitres et de grandes plaques de l'enduit vert de la façade. S'étaient détachés des châssis métalliques corrodés. Le palais était situé au haut d'une pente gazonnée et, tournant avant d'entrer, mes yeux vers le nord-est, je fus surpris de voir un large estuaire et même un véritable bras de mer, là où je croyais qu'avaient été autrefois Wentworth et Battersea. Je pensais alors, sans suivre plus loin cette idée, à ce qui devait être arrivé, ou peut-être arrivé, aux êtres vivants dans la mer. Les matériaux du palais se trouvèrent être, après examen, de la véritable porcelaine. Et sur le fronton, j'aperçus une inscription en caractères inconnus. Je pensais assez sottement que Wina pourrait m'aider à l'interpréter, mais je m'aperçus alors que la simple idée d'une écriture n'avait jamais pénétré son cerveau. Elle me parut toujours, je crois, plus humaine qu'elle n'était réellement. Peut-être parce que son affection était si humaine, au-delà des grands battants des portes, qui étaient ouvertes et brisées, je trouvais, au lieu de la salle habituelle, une longue galerie éclairée par de nombreuses fenêtres latérales. Dès le premier coup d'œil, j'eus l'idée d'un musée. Le carrelage était recouvert d'une épaisse couche de poussière, et un remarquable étalage d'objets variés disparaissait sous une pareille couche grise. J'aperçus alors, debout, étrange et décharné, au centre de la salle, quelque chose qui devait être la partie inférieure d'un immense squelette. Je reconnus par les pieds obliques que c'était quelque être disparu, du genre du mégathérium. Le crâne et les os de la partie supérieure gisaient à terre, dans la poussière
poussière épaisse, je trouvais les habituels casiers vitrés tels que nous en avons maintenant, mais ils devaient être imperméables à l'air, à en juger par la conservation parfaite de la plupart des objets qu'ils contenaient. Évidemment, nous étions au milieu des ruines de quelques derniers musées d'histoire naturelle. C'était apparemment ici la section paléontologique qui avait renfermé une splendide collection de fossiles. Encore que l'inévitable décomposition qui avait été retardée pour un temps et avait par la destruction des bactéries et des moisissures perdu les 99 centièmes de sa force, se fut néanmoins remise à l'œuvre, sûrement bien que lentement, pour l'anéantissement de tous ces trésors. Ici et là, je trouvais des vestiges humains sous forme de rares fossiles, en morceaux ou enfilés en chapelets sur des fibres de roseaux. Les étagères en divers endroits avaient été entièrement déplacées par les Morlocks à ce qu'il me parut. Un grand silence emplissait les salles. La poussière épaisse amortissait nos pas. Wina, qui s'amusait à faire rouler un oursin sur la vitre rampante d'une case, revint précipitamment vers moi, tandis que je regardais tout alentour, me prit très tranquillement la main et resta auprès de moi. Tout d'abord, je fus tellement surpris par cet ancien monument, légué par un âge intellectuel, que je ne pensais nullement aux possibilités qu'il offrait. Même la préoccupation de la machine s'éloigna un instant de mon esprit. À en juger par ses dimensions, ce palais de porcelaine verte contenait beaucoup plus de choses qu'une galerie de paléontologie. Peut-être y avait-il des galeries histologiques. Il se pouvait qu'il y eût même une bibliothèque. Pour moi, tout au moins, dans de telles circonstances, cela eût été beaucoup plus intéressant que ce spectacle d'une antique géologie en décomposition. En continuant mon exploration, je trouvai une autre courte galerie transversale à la première, qui paraissait être consacrée aux minéraux, et la vue d'un bloc de soufre éveilla dans mon esprit l'idée de poudre, mais je ne pus trouver de salpêtre, et, de fait, aucun nitrate d'aucune espèce. Sans doute était-il dissous depuis des âges. Cependant, ce morceau de soufre hanta mon esprit et agita toute une série d'idées. Quant au reste du contenu de la galerie, qui était le mieux conservé de tout ce que je vis, il ne m'intéressait guère. Je ne suis pas spécialement minéralogiste, et je me dirigeais vers une aile très en ruine qui était parallèle à la première salle où j'étais entré. Apparemment, cette section avait été consacrée à l'histoire naturelle, mais tout ce qu'elle avait renfermé était depuis longtemps méconnaissable. Quelques vestiges racornis et noircis de ce qui avait été autrefois des animaux empaillés, des momies desséchées en des bocaux qui avaient contenu de l'alcool. Une poussière brune, reste de plantes disparues, et c'était tout. Je le regrettais fort, car j'aurais été heureux de pouvoir retracer les patients arrangements au moyen desquels s'était accomplie la conquête de la nature animée. Ensuite, nous arrivâmes à une galerie de dimensions simplement colossales, mais singulièrement mal éclairée, et dont le sol, en pente faible, faisait un léger angle avec la galerie que je quittais. Des globes blancs pendaient par intervalles au du plafond, la plupart fêlés et brisés, suggérant un éclairage artificiel ancien. Ici, j'étais plus dans mon élément, car de chaque côté s'élevaient des masses énormes de gigantesques machines, toutes grandement corrodées et pour la plupart brisées, mais quelques
civilisation. Je me figurais que si je pouvais résoudre ces énigmes, je me trouverais en possession de pouvoirs qui me seraient utiles contre les Morlocks. Tout à coup, Wina se rapprocha très près de moi et si soudainement que je tressaillis. Si ce n'avait pas été d'elle, je ne crois pas que j'aurais remarqué l'inclinaison du sol de la galerie. L'extrémité où j'étais parvenue se trouvait entièrement au-dessus du sol et était éclairée par de rares fenêtres fort étroites. En descendant dans la longueur, le sol s'élevait contre ces fenêtres jusqu'à une fosse semblable au sous-sol des maisons de Londres, qui s'ouvrait devant chacune d'elles, avec seulement une étroite ligne de jour au sommet. J'avançai lentement, cherchant à deviner l'usage de ces machines, et mon attention fut trop absorbée par elles pour me laisser remarquer la diminution graduelle du jour. Ce furent les croissantes appréhensions de Wina qui m'en firent apercevoir. Je vis alors que la galerie s'enfonçait dans d'épaisses ténèbres. J'hésitai, puis, en regardant autour de moi, j'observai que la couche de poussière était moins abondante et sa surface moins plane. Un peu plus loin, du côté de l'obscurité, elle paraissait rompue par un certain nombre d'empreintes de pieds menues et étroites. La sensation de la présence immédiate des Morlocks se ranima. J'eus conscience que je perdais un temps précieux à l'examen académique de toutes ces machines. Je me rappelai que l'après-midi était déjà très avancé et que je n'avais encore ni armes, ni abri, ni aucun moyen de faire du feu. Puis, venant du fond obscur de la galerie, j'entendis les singuliers battements et les mêmes bruits bizarres que j'avais entendus au fond du puits. Je pris la main de Wina, puis, frappé d'une idée soudaine, je la laissai et m'avançai vers une machine d'où s'élançait un levier assez semblable à ceux des postes d'aiguillage. Gravissant la plateforme, je saisis le levier et de toutes mes forces je le secouai en tous les sens. Soudain, Wina, que j'avais laissée au milieu de la galerie, se mit à gémir. J'avais conjecturé assez exactement la force de résistance du levier, car après une minute d'effort, il cassa net, et je rejoignis Wina avec dans ma main une masse plus que suffisante, pensai-je, pour n'importe quel crâne de Morlock que je pourrais rencontrer. Et il me tardait grandement d'en tuer quelques-uns. Bien inhumaine, penserez-vous, cette envie de massacrer ses propres descendants. Mais il n'était en aucune façon possible de ressentir le moindre sentiment d'humanité à l'égard de ces êtres. Ma seule répugnance à quitter Wina et la conviction que si je commençais à apaiser ma soif de meurtre, ma machine pourrait en souffrir, furent les seules raisons qui me retinrent de descendre tout droit à la galerie et d'aller massacrer les brutes que j'entendais. Donc, la masse dans une main et menant Wina par l'autre, je sortis de cette galerie et entrai dans une plus grande encore, qui, à première vue, me rappela une chapelle militaire tendue de drapeaux en loques. Je reconnus bientôt les haillons brunis et carbonisés qui pendaient de tous côtés comme étant les vestiges délabrés de livres.
empressement vers celle des cases qui étaient restées entières. Et enfin, dans une des cases hermétiques, je trouvai une boîte d'allumettes. Précipitamment, j'en essayai une. Elle était parfaitement bonne, mais pas humide, même pas humide. Je me tournai vers Wina. Danse, lui criai-je dans sa propre langue, car maintenant j'avais une arme véritable contre les horribles créatures que nous redoutions. Aussi, dans ce musée abandonné, sur l'épais et tout tapis de poussière, à la grande joie de Wina, j'exécutai solennellement une sorte de danse composite, en sifflant aussi gaiement que je pouvais l'air du pays des braves. C'était à la fois un modeste cancan, une suite de trépignements et une danse en jupon, autant que les basques de ma veste le permettaient, et en partie une danse originale, car j'ai l'esprit naturellement inventif, comme vous le savez. Je pense encore maintenant que c'est un heureux miracle que cette boîte d'allumettes ait échappé à l'usure du temps, à travers d'immémoriales années. De plus, assez bizarrement, je découvris une substance encore plus invraisemblable, du camphre. Je le découvris dans un bocal scellé qui, par hasard, je suppose, avait été fermé d'une façon absolument hermétique. Je crus d'abord à de la cire blanche et en conséquence brisai le bocal. Mais je ne pouvais me tromper à l'odeur du camphre. Dans l'universelle décomposition, cette substance volatile se trouvait par hasard avoir survécu à travers peut-être plusieurs milliers de siècles. Cela me rappela une peinture à la sépia que j'avais vue peindre un jour avec la couleur, faite d'une bélémnite fossile qui avait dû périr et se fossiliser depuis des millions d'années. J'étais sur le point de le jeter quand je me souvins que le camphre était inflammable et brûlait avec une belle flamme brillante, une excellente bougie, et je le mis dans ma poche. Je ne trouvais cependant aucun explosif ni aucun moyen de renverser les portes de bronze. Jusqu'ici, mon levier de fer était le seul objet de quelque secours que j'eusse rencontré. Néanmoins, je quittai cette galerie, transporté de joie. Je ne puis vous conter toute l'histoire de ce long après-midi, ce serait un trop grand effort de mémoire de me rappeler dans leur ordre mes explorations. Je me souviens d'une longue galerie pleine d'armes rouillées, et comment j'hésitais entre ma massue et une hachette ou une épée. Je ne pouvais pourtant les prendre toutes deux, et ma barre de fer promettait mieux contre les portes de bronze. Il y avait un grand nombre de fusils, de pistolets et de carabines. La plupart n'étaient plus que des masses de rouille, dans un certain nombre, mais un certain nombre était fait de quelques métals nouveaux et encore assez solides. Mais tout ce qui avait pu se trouver de cartouches et de poudre était tombé en poussière. Un coin de cette galerie avait été incendié et réduit en miettes probablement par l'explosion d'un des spécimens. Dans un autre endroit se trouvait un vaste étalage d'idoles polynésiennes, mexicaines, grecques, phéniciennes, de toutes les contrées de la terre, je crois. Et ici, cédant à une irrésistible impulsion, j'écrivis mon nom sur le nez d'un monstre en stéatite, provenant de l'Amérique du Sud, qui tenta plus particulièrement mon caprice. À mesure que s'approchait le soir, mon intérêt diminuait. Je passais de galerie en galerie poudreuse, silencieuse, souvent en ruine. Les objets exposés n'étaient plus parfois que de simples morceaux de rouille ou de lignite, et quelquefois étaient mieux conservés en un endroit. Je me trouvais tout à coup auprès d'un modèle de mine d'étain, et alors, par le plus simple accident, je découvris dans une case hermétique 2 cartouches de dynamite. Je criai « Eureka !» et plein de joie brisai la vitre du casier.
vint un doute. J'hésitais, puis choisissant une petite galerie latérale, je fis mon essai. Je n'ai jamais éprouvé des appointements pareils à celui que j'eus en attendant 5, 10, 15 minutes, une explosion qui ne se produisit pas. Naturellement, ce n'était que des simulacres, comme j'aurais dû le deviner en les trouvant à cet endroit. Je crois réellement que n'en eût-il pas été ainsi, je me serais élancé immédiatement et j'aurais été faire sauter le sphinx, les portes de bronze. Et du même coup, comme le fait se vérifia plus tard, mes chances de retrouver la machine. Ce fut, je crois, après cela que je parvins à une petite cour à ciel ouvert, dans l'intérieur du palais, sur une pelouse, 3 arbres à fruits avaient poussé. Là, nous nous reposâmes et les fruits nous rafraîchirent. Vers le coucher du soleil, je commençai à considérer notre position. La nuit nous enveloppait lentement et j'avais encore à trouver notre refuge inaccessible. Mais cela me troublait fort peu maintenant. J'avais en ma possession une chose qui était peut-être la meilleure de toutes les défenses contre les morlocks. J'avais des allumettes. J'avais aussi du camphre dans ma poche. S'il était besoin d'une flamme de quelque durée, il me semblait que ce que nous avions de mieux à faire était de passer la nuit en plein air, protégés par le feu. Au matin viendrait la conquête de la machine. Pour cela, je n'avais jusqu'ici que ma massue de fer. Mais maintenant, avec ce que j'avais acquis de connaissances, j'éprouvais des sentiments entièrement différents vis-à-vis des portes de bronze. Jusqu'à ce moment, je m'étais abstenu de les forcer à cause du mystère qu'elles recelaient. Elles ne m'avaient jamais fait l'impression d'être bien solides, et j'espérais que ma barre de fer ne serait pas trop disproportionnée à l'ouvrage. Chapitre 12. Dans les ténèbres. Nous sortîmes du palais alors que le soleil était encore en partie au-dessus de l'horizon. J'avais décidé d'atteindre le sphinx blanc le lendemain matin de bonne heure, et je me proposais de traverser, avant la nuit, la forêt qui m'avait arrêté en venant. Mon plan était d'aller aussi loin que possible ce soir-là, et ensuite de préparer un feu à la lueur duquel nous pourrions dormir. En conséquence, au long du chemin, je ramassai des herbes sèches et des branches dont j'eus bientôt les bras remplis. Ainsi chargés, nous avancions plus lentement que je ne l'avais prévu, et de plus, Wina était très fatiguée. Je commençais à sentir un assoupissement me gagner, si bien qu'il faisait tout à fait nuit lorsque nous atteignîmes l'orée de la forêt. Wina, redoutant l'obscurité, aurait voulu s'arrêter à la lisière, mais la singulière sensation d'une calamité imminente qui aurait dû, en fait, me servir d'avertissement, m'entraîna en avant. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours et une nuit, et j'étais fiévreux et irritable. Je sentais le sommeil me vaincre, et avec lui venir les morlocks. Tandis que nous hésitions, je vis parmi les buissons ternes dans l'obscurité profonde 3 formes rampantes. Il y avait tout autour de nous des broussailles et des hautes herbes, et je ne me sentais pas protégé contre leur approche insidieuse. La forêt, à ce que je supposais, devait avoir un peu plus d'1 kilomètre de largeur. Si nous pouvions, en la traversant, atteindre le versant dénudé de la colline, là, me semblait-il, nous trouverions un lieu de repos absolument sûr. Je pensais qu'avec mes allumettes et le camphre, je réussirais à éclairer mon chemin à travers la forêt. Cependant, il était évident que si j'avais à agiter d'une main les allumettes, il me faudrait abandonner ma provision de bois. Aussi je la posai à terre bien à contre-cœur. Alors me vint l'idée de stupéfier nos amis derrière nous en l'allumant. Je devais bientôt découvrir l'atroce folie de cet acte, mais il se
sais pas si vous avez jamais songé à la rareté d'une flamme naturelle en l'absence de toute intervention humaine et sous un climat tempéré. La chaleur solaire est rarement assez forte pour produire la flamme, même quand elle est concentrée par des gouttes de rosée, comme c'est quelquefois le cas en des contrées plus tropicales. La foudre peut abattre et carboniser, mais elle est rarement la cause d'incendies considérables. Des végétaux en décomposition peuvent occasionnellement couver de fortes chaleurs pendant la fermentation, mais il est rare qu'il en résulte de la flamme. À cette époque de décadence, l'art de produire le feu avait été oublié sur la terre. Les langues rouges qui s'élevaient en léchant le tas de bois étaient pour Wina une chose étrange et entièrement nouvelle. Elle voulait en prendre et jouer avec. Je crois qu'elle se serait jetée dedans si je ne l'avais pas retenue. Mais je l'enlevai dans mes bras et en dépit de sa résistance, m'enfonçai hardiment droit devant moi dans la forêt. Jusqu'à une certaine distance, la flamme éclaira mon chemin. En me retournant, je pus voir à travers la multitude de troncs que de mon pas de brindille, la flamme s'étendait à quelques broussailles adjacentes et qu'une courbe de feu s'avançait dans les herbes de la colline. À cette vue, j'éclatai de rire et me retrouvant du côté des arbres obscurs, je me remis en marche. Il faisait très sombre et Wina se cramponnait à moi convulsivement. Mais comme mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité, il faisait encore suffisamment clair pour que je puisse éviter les trous. Au-dessus de moi, tout était noir, excepté çà et là une trouée où le ciel bleu lointain brillait sur nous. Je n'allumai pas d'allumette parce que mes mains n'étaient pas libres. Sur mon bras gauche, je portais ma petite amie, et dans ma main droite, j'avais ma barre de fer. Pendant un certain temps, je n'entendis autre chose que les craquements des branches sous mes pieds, le frémissement de la brise dans les arbres, ma propre respiration et les pulsations du sang à mes oreilles. Puis, il me sembla apercevoir une infinité de petits bruits autour de moi. Les petits bruits répétés devinrent plus distincts, et je perçus clairement les sons et les voix bizarres que j'avais entendus déjà dans le monde souterrain. Ce devait être évidemment les morlocks qui m'enveloppaient peu à peu. Et de fait, une minute après, je sentis un tiraillement de mon habit, puis quelque chose à mon bras. Wina frissonna violemment et devint complètement immobile. C'était le moment de craquer une allumette, mais pour cela il me fallut poser Wina à terre. Tandis que je fouillais dans ma poche, une lutte s'engagea dans les ténèbres à mes genoux. Wina, absolument silencieuse, et les morlocks roucoulant de leur singulière façon, et de petites mains molles tâtant mes habits et mon dos, allant même jusqu'à mon cou. Alors je grattai l'allumette qui s'enflamma en crépitant. Je la levai en l'air et vis les taux livides des morlocks qui s'enfuyaient parmi les troncs. Je pris en hâte un morceau de camphre et me tins prêt à l'enflammer dès que l'allumette serait sur le point de s'éteindre. Puis j'examinai Wina. Elle était étendue, étreignant mes jambes, inanimée et la face contre le sol. Pris d'une terreur soudaine, je me penchai vers elle. Elle respirait à peine. J'allumai le morceau de camphre et le posai à terre, tandis qu'il éclatait et flambait, éloignant les morlocks et les ténèbres. Je m'agenouillai et soulevai Wina. Derrière moi, le bois semblait plein de l'agitation et du murmure d'une troupe nombreuse. Wina paraissait évanouie. Je la mis doucement sur mon épaule et me relevai pour partir. Mais l'horrible réalité m'apparut. En m'occupant des allumettes et de Wina, j'avais tourné plusieurs fois sur moi-même et je n'avais plus maintenant la moindre idée de la direction à suivre.
Tout ce que je pus savoir, c'est que probablement je faisais face au palais de porcelaine verte. Une sueur froide m'envahit. Il me fallait rapidement prendre une décision. Je résolus d'allumer un feu et de camper où nous étions. J'adossai Wina, toujours inanimée, contre un tronc moussu, et, en toute hâte, avant que mon premier morceau de camphre ne s'éteignît, je me mis à rassembler des brindilles et des feuilles sèches, ici et là, dans les ténèbres, les yeux des morlocks étincelaient comme des escarboucles. La flamme du camphre vacilla et s'éteignit. Je craquai une allumette et aussitôt deux formes blêmes qui, dans le court intervalle d'obscurité, s'étaient approchées de Wina, s'enfuirent, et l'une d'elles fut tellement aveuglée par la lueur soudaine qu'elle vint droit à moi, et je sentis ses os se broyer sous le coup de poing que je lui assenai. Elle poussa un cri de terreur, chancela un moment et s'abattit. J'enflammai un autre morceau de camphre et continuai de rassembler mon budget. Soudain, je remarquai combien sec était le feuillage au-dessus de moi, car depuis mon arrivée sur la machine, l'espace d'une semaine, il n'était pas tombé une goutte de pluie. Aussi, au lieu de chercher entre les arbres des brindilles tombées, je me mis à atteindre et à briser des branches. J'eus bientôt un feu de bois vert et de branches sèches qui répandait une fumée suffocante, mais qui me permettait d'économiser mon camphre. Alors je m'occupais de Wina, toujours étendue auprès de ma massue de fer. Je fis tout ce que je pus pour la ranimer, mais elle était comme morte. Je ne pus même pas me rendre compte si elle respirait ou non. La fumée maintenant se rabattait dans ma direction, et, engourdi par son âcre odeur, je dus m'assoupir tout d'un coup. De plus, il y avait encore dans l'air des vapeurs de camphre. Mon feu pouvait durer encore pendant une bonne heure. Je me sentais épuisé après tant d'efforts, et je m'étais assis. La forêt aussi était pleine d'un étourdissant murmure dont je ne pouvais comprendre la cause. Il me sembla que je venais de fermer les yeux et que je les rouvrais, mais tout était noir, et sur moi je sentis les mains des morlocks. Repoussant vivement leurs doigts agrippeurs en hâte, je cherchai dans ma poche la boîte d'allumettes. Elle n'y était plus. Alors ils me saisirent et cherchèrent à me maintenir. En une seconde, je compris ce qui s'était passé. Je m'étais endormi et le feu s'était éteint. L'amertume de la mort m'emplit l'âme. La forêt semblait envahie par une odeur de bois qui brûle. Je fus saisi par le cou, par les cheveux, par les bras et maintenu à terre. Ce fut une indicible horreur de sentir dans l'obscurité toutes ces créatures molles entassées sur moi. J'eus la sensation de me trouver pris dans une énorme toile d'araignée. J'étais accablé et ne luttais plus. Mais soudain, je me sentis mordu au cou par des petites dents aiguës. Je me roulai de côté et par hasard ma main rencontra le levier de fer. Cela me redonna du courage. Je me débattis souvent de sur moi ces rats. Je me débattis, secouant de sur moi ces rats humains et tenant court le levier. Je frappais où je croyais qu'était leur tête. Je sentais sous mes coups un délicieux écrasement de chair et d'os, et en un instant, je fus délivré. L'étrange exultation qui, si souvent accompagne un rude combat m'envahit. Je savais que Wina et moi étions perdus, mais je résolus que les morlocks péréchèrent notre peau. Je m'adossai à un arbre, brandissant ma barre de fer devant moi. La forêt entière était pleine de leurs cris et de leur agitation. Une minute s'écoula. Leurs voix semblèrent s'élever à un haut diapason d'excitation.
et leurs mouvements devinrent plus rapides. Pourtant, aucun ne passa à portée de mes coups. Je restai là, cherchant à percer les ténèbres, quand tout à coup l'espoir me revint. Quoi donc pouvait ainsi effrayer les Morlocks? Et au même moment, je vis une chose étrange. Les ténèbres parurent devenir lumineuses. Vaguement, je commençai à distinguer les Morlocks autour de moi. 3 d'entre eux abattus à mes pieds, et je remarquai alors avec une surprise incrédule que les autres s'enfuyaient en flots incessants à travers la forêt, 3 devant moi, et leur dos n'était plus du tout blanc, mais rougeâtre. Tandis que bouche bée je les regardais passer, je vis dans une trouée de ciel étoilé, entre les branches, une petite étincelle rouge voltiger et disparaître. Et je compris avec l'odeur du bois qui brûle, le murmure étourdissant qui maintenant devenait un grondement, les reflets rougeâtres et la fuite des Morlocks. M'écartant un instant de mon tronc d'arbre, je regardai en arrière et je vis entre les piliers noirs des arbres les plus proches les flammes de la forêt en feu. C'était mon premier bivouac qui me rattrapait. Je cherchais Wena, mais elle n'était plus là. Derrière moi, les sifflements et les craquements, le bruit d'explosion de chaque tronc qui prenait feu, laissait peu de temps pour réfléchir. Ma barre de fer bien en main, je courus sur les traces des Morlocks. Ce fut une course affolante. Une fois les flammes s'avancèrent si rapidement sur ma droite que je fus dépassé et dus faire un détour sur la gauche. Mais enfin, j'arrivai à une petite clairière et à cet instant même, un Morlock accourut en trébuchant de mon côté, me frôla et se précipita droit dans les flammes. Je les contemplais maintenant le plus horrible et effrayant spectacle qu'il me fut donné de voir dans cet âge à venir. Aux lueurs du feu, il faisait dans cet espace découvert, aussi clair qu'en plein jour. Au centre était un monticule, un tumulus, surmonté d'un buisson d'épines desséchées. Au-delà, un autre bras de la forêt brûlée, où se tordaient déjà d'énormes langues de flammes jaunes qui encerclaient complètement la clairière d'une barrière de feu. Sur le monticule, il y avait 30 ou 40 Morlocks, éblouis par la lumière et la chaleur, courant de ci, de là, en se heurtant les uns aux autres dans leur confusion. Tout d'abord, je ne pensais pas qu'ils étaient aveuglés, et avec ma barre de fer, en une frénésie de crainte, je les frappais quand ils m'approchaient, en tuant un et en estropiant plusieurs autres. Mais quand je remarquai les gestes de l'un d'entre eux, tâtonnant autour du buisson d'épines, et que j'eus entendu leurs gémissements, je fus convaincu de leur misérable état d'impuissance au milieu de cette clarté, et je cessai de les frapper. Cependant, de temps à autre, l'un d'eux accourait droit sur moi, me donnant chaque fois un frisson d'horreur qui me jetait de côté. Un moment, les flammes baissèrent beaucoup, et je craignis que ces infectes créatures ne pussent m'apercevoir. Je pensais même, avant que cela n'arrivât, à entamer le combat en tuant quelques-uns. Mais les flammes s'élevèrent de nouveau avec violence, et j'attendis. Je me promenais à travers eux en les évitant, cherchant quelques traces de Wena, mais Wena n'était pas là. À la fin, je m'assis au sommet du monticule, contemplant cette troupe étrange d'êtres aveugles courant ici et là en tâtonnant et en poussant des cris horribles, tandis que les flammes se rabattaient sur eux. D'épaisses volutes de fumée inondaient le ciel, et à travers les rares déchirures de cette immense dé rouge, lointaine, comme si elles appartenaient à un autre univers, étincelaient les petites étoiles. 2 ou 3
tout cela n'était qu'un cauchemar. Je me mordis et poussai des cris dans un désir passionné de m'éveiller. De mes mains, je frappais le sol, je me levai et me rassis, errais çà et là, me rassis encore. J'en arrivais à me frotter les yeux et à crier vers la providence de me permettre de m'éveiller. Trois fois, je vis un morlock, en une sorte d'agonie, s'élancer tête baissée dans les flammes. Mais enfin, au-dessus des dernières lueurs rougeoyantes de l'incendie, au-dessus des masses ruisselantes de fumée noire, des troncs d'arbres à demi consumés et du nombre diminué de ces vagues créatures, montèrent les premières blancheurs du jour. De nouveau, je me mis en quête de Wina, mais ne la trouvai nulle part. Il était clair que les Morlocks avaient laissé son pauvre petit corps dans la forêt. Je ne puis dire combien cela adoucit ma peine de penser qu'elle avait échappé à l'horrible destin qui lui semblait réservé. En pensant à cela, je fus presque sur le point d'entreprendre un massacre des impuissantes abominations qui couraient encore autour de moi, mais je me contins. Ce monticule, comme je l'ai dit, était une sorte d'îlot dans la forêt. De son sommet, je pouvais maintenant distinguer à travers une brume de fumée le palais de porcelaine verte, ce qui me permit de retrouver ma direction vers le sphinx blanc. Alors, abandonnant le reste de ces âmes damnées qui se traînaient encore de ci, de là, en gémissant, je liai autour de mes pieds quelques touffes d'herbe et m'avançai en boitant à travers les cendres fumantes et parmi les troncs noirs qu'agitait encore une combustion intérieure dans la direction de la cachette de ma machine. Je marchais lentement car j'étais presque épuisé, autant que boiteux, et me sentais infiniment malheureux de l'horrible mort de la petite Wina. Sa perte me semblait une accablante calamité. En ce moment, dans cette pièce familière, ce que je ressens me paraît être beaucoup plus le regret qui reste d'un rêve qu'une perte véritable. Mais ce matin-là, cette mort me laissait de nouveau absolument seul, terriblement seul. Le souvenir me revint de cette maison, de ce coin du feu, de quelques-uns d'entre vous, et avec ces pensées m'envahit le désir de tout cela, un désir qui était d'une souffrance. Mais en avançant sur les cendres fumantes, sous le ciel brillant du matin, je fis une découverte. Dans la poche de mon pantalon, il y avait encore quelques allumettes qui avaient dû s'échapper de la boîte avant que les Morlocks